Alors, dans cet exercice, on va étudier la déviation d'une particule chargée dans un condensateur plan. Donc, le condensateur, il est ici. Il est constitué de deux plaques parallèles, d'une longueur L, distante d'une distance D. Il y a une plaque qui est chargée négativement, il y a une plaque qui est chargée positivement, ce qui crée un champ électrique, électrostatique entre les deux. Donc, le champ E, pour rappel, il est orienté du plus vers le moins. Donc là, le champ E irait vers le haut. Donc la particule chargée, c'est un ion S2-, et on le place à t égale à 0, ici en 0. Hein. Donc on a tracé un repère, YX, et à t égale à 0, cet ion va avoir une vitesse V0 qui est dirigée suivant l'axe X. Quand l'ion va quitter les plaques, là vous voyez ici, eh bien on observera une certaine déviation, un certain Y vers le bas, qu'on déterminera dans la dernière question. Donc dans les données, on vous donnait la représentation symbolique du noyau de Souve, donc avec le nombre de nucléons 32, le nombre de protons 16, la masse d'un nucléon, l'intensité de la pesanteur. On vous rappelle que la charge élémentaire est censée être connue, donc le E c'est 1,60 10-19 coulombs. On vous donne la valeur du champ E, donc électrostatique, qui règne entre ces deux plaques. Le champ E dans un condensateur est supposé uniforme d'ailleurs. Donc la valeur de la distance entre les deux plaques, la longueur d'une plaque et la vitesse V0 à laquelle l'ion arrive. Question 1. Établir entre les plaques du condensateur plan l'expression du vecteur accélération d'un ion S2- en fonction de sa charge, de sa masse et de la valeur du champ. Donc, dès que on va vouloir une accélération, une vitesse, une position, quoi que ce soit, on va devoir d'abord définir ce que c'est que le système. Donc, le système, c'est l'ion S2-. On précise aussi le référentiel d'étude. Donc, c'est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Supposé galiléen, voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va regarder les forces qui s'appliquent sur l'ion. Donc l'ion qui était placé là, il a une masse, parce qu'il a un nombre de nucléons et il y a la masse d'un nucléon. Donc comme on est sur Terre, il y a forcément le poids. Donc les forces qui s'appliquent sur le système, sont le poids P. Donc le poids P, le point d'application, c'est le centre de gravité du système. La direction, c'est vertical, le sens, c'est vers le bas, et la norme, c'est P égale M fois G. On a également, comme on est dans un champ électrique, ici, la force F, la force électrique ou dite aussi électrostatique. F est égal à QE, Q la charge de l'ion et E le champ électrique. Mais en terminale, dès que vous aurez un exercice de ce type-là, vous pourrez négliger le poids. Et ça, il faut le montrer. Donc on va aller calculer la norme du poids. Donc par définition, P égale M fois G, donc avec P en newton, M en kilogramme et G en newton par kilogramme, ou en mètres secondes moins 2, d'où l'appellation intensité de la pesanteur. La masse, c'est quoi? Alors, on ne vous la donne pas directement, mais vous savez que vous avez 32 nucléons et on a la masse d'un nucléon. Donc, ça est égal à 32 fois 1,7 10-27 fois G, on vous le redonne, 9,81. Au niveau des chiffres significatifs, ça n'a pas d'unité, donc il n'y a pas besoin d'en garder. Là, il y en a 2, là, il y en a 3. On garde le plus petit nombre de chiffres significatifs. Du coup, ça faisait 5,3 10-25, et l'unité, ce sont les newtons. On va calculer aussi la force F. F est égal à QE. Donc quand j'enlève les vecteurs, je mets une valeur absolue à la charge, même si là elle était positive, donc ça ne change pas grand-chose. Avec F en newton, Q en coulomb et E, de toute façon c'est indiqué en volts par mètre. Vous pouvez aussi l'avoir, là si on regarde les unités ici, comme ça c'est en newton et que ça c'est en coulomb. E pourrait être aussi exprimé en newton par coulomb. Donc ici, comment est-ce que je calcule la charge? J'ai une charge 2-, mais 2- quoi? C'est comme si on avait -2 fois E, la charge élémentaire. Donc c'est -2 en valeur absolue, fois 1,6 ou 1,60, 10-19, en fonction des chiffres significatifs qu'on retient,
fois E, donc qui est ici 500. Au niveau des chiffres significatifs, donc normalement je devrais en garder 3. À cause ici, bon là j'en ai pris 2 chiffres significatifs, même si c'est moi qui l'ai pris comme ça. Donc j'en garde 2 pour que ce soit cohérent avec ce que j'ai écrit. Voilà, le 2 ici n'a pas d'unité, hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté. Après, pour savoir si une force est négligeable par rapport à une autre, il faut qu'elle soit au moins, donc la plus grande, 1000 fois plus grande que la plus petite. Donc là, j'ai 2 valeurs, je prends la plus grande, enfin tout est relatif, parce que les 10-15 et 10-25, c'est petit, mais je prends la plus grande que je mets en haut sur la plus petite, et si je fais le calcul, hop, je trouve 3,010 puissance 9. On aurait très bien pu le faire en ordre de grandeur, hein. Donc là, on aurait eu 10 moins 15, et ici, du coup, ça aurait été 10 fois 10 moins 25. Donc on aurait du 10 moins 24 en bas. Donc ça, de toute façon, c'est bien plus grand que 10 puissance 3. Donc F est 3 10 puissance 9 fois plus grande que P, ce qui veut dire que P est négligeable. Voilà. Donc ça veut dire que la seule force qu'on va retenir, c'est F pour la suite. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appliquer la deuxième loi de Newton. Donc appliquons la deuxième loi de Newton au système. Donc la deuxième loi de Newton a dit que la somme des forces extérieures appliquées sur le système, c'est égal à sa masse du système fois son accélération. On a vu que les forces étaient P et F, avec P qui était négligeable. Hein. Donc, il reste que F, la force électrique, fois M fois A. Or, on sait que F est égal à QE, donc vectoriellement, je ne mets pas de valeur absolue là sur la charge. Hop. Ce qui fait que l'accélération, c'est égal à Q sur M fois... donc je voulais les coordonnées de A, l'expression du vecteur A. Donc ces coordonnées, ça revient au même. J'allais voir quelles sont celles de E. Le champ E, on a dit qu'il était orienté dans le sens des potentiels décroissants, donc du plus vers le moins. Hop. Le champ E, il est comme ça. Ce qui fait qu'il est porté par Y. Donc il n'a aucune composante suivant X. Donc si je fais les coordonnées du champ E, j'aurai 0 suivant X. Et par contre, suivant Y, il s'étale entre guillemets de tout son long suivant Y. Donc en fait, c'est sa valeur entière suivant Y. Si ça avait été le sens inverse, j'aurais mis un moins ici. D'accord? Donc pour venir à cette expression-là, les coordonnées de A, c'est quoi? Ça va être 0 fois Q sur M, donc 0. Et E fois Q sur M, donc Q sur M, E. Donc ça, c'est les coordonnées. Si je veux l'écrire autrement, je peux dire que A, c'est égal donc à 0 fois I étant le vecteur unitaire suivant l'axe X, et c'est égal à Q sur M, E fois J étant le vecteur unitaire suivant Y. D'accord? Avec le petit vecteur J orienté comme ça suivant Y. Donc on a répondu à la première question. La suite logique, c'est de vous demander les coordonnées du vecteur vitesse, les coordonnées de la position, donc de x, de y, ou directement, ça va être le cas, de déterminer l'équation de la trajectoire. Et c'est comme pour un projectile en champ de pesanteur terrestre, pour avoir l'équation de la trajectoire, il faut d'abord avoir eu les coordonnées des vecteurs vitesse, les coordonnées du vecteur position. Dans le x de t, on va isoler le temps et remplacer celui-ci dans le y de t. Donc c'est parti. Donc là, on en est à la question 2, déterminer l'équation de la trajectoire.
je vais remonter ça parce que ça va nous servir. Et j'enlève ça. Alors, par définition, on sait que l'accélération qui peut dépendre du temps, donc là je le rajoute, normalement on est tout le temps censé mettre t, c'est vrai qu'on oublie un petit peu, c'est la dérivée de la vitesse qui peut dépendre du temps par rapport au temps. Donc si je primitive cette expression-là, v de t, encore une fois j'aurais pu mettre a de t, hein. V de t, ça va être quoi? Bah, si après avoir dérivé, j'obtiens 0, c'est que bah, avant d'avoir dérivé, j'avais une constante, que je note a. Ici, si après avoir dérivé, j'ai une constante, c'est qu'avant d'avoir dérivé, j'avais la constante fois x en maths, mais chez nous, le x, c'était. Donc, pourquoi j'ai mis un égal? Je vais l'enlever. Q sur m e fois t plus une petite constante éventuelle. Hop. Donc là, l'étape d'après, c'est déterminer les constantes A et B grâce aux conditions initiales. C'est quoi les conditions initiales qui concernent la vitesse? Parce que là, les conditions initiales sur Y et X, pour l'instant, ça ne nous intéresse pas vu qu'on est sur la vitesse. Bah, AT égale à 0, qu'est-ce qu'on sait? On sait que V AT égale à 0, ça vaut V0. Et qu'est-ce que je sais de V0? Là, vous voyez qu'il est porté par X. Donc les coordonnées du vecteur vitesse V0, enfin, V AT égale à 0, c'est mieux de l'écrire comme ça. Et ben, ça va être V0, suivant X, hein, le vecteur est orienté dans le sens de l'axe et de tout son long. Par contre, en Y, il n'y a rien du tout. Donc ici, c'est 0. Je reprends cette expression-là. En t égale à 0. Donc, je sais que c'est censé être A en haut et que A, à ce point précis, ben, c'est V0. En dessous, j'ai Q sur ME fois T, ben, T, c'est égal à 0 en ce point-là, plus B, et tout ça, c'est censé être égal à 0. J'en déduis quoi? J'en déduis que A, il vaut 0. C'est un système là qu'on vient de faire. Donc ça vaut 0 plus B égale à 0 et que B égale à 0. Ça, je vais aller le remettre dans l'expression que j'avais ici. Hein, je remplace A et B par ces valeurs. Donc B, ça vaut 0, donc j'en laisse simplement, je remplacerai par rien. Et A, ça valait V0. Donc là, on a les coordonnées du vecteur vitesse. On va trouver les coordonnées du vecteur OM. Donc par définition, on sait que la vitesse qui dépend du temps, c'est la dérivée du vecteur OM qui peut dépendre du temps par rapport au temps. Donc pour avoir les coordonnées de OM, eh bien je dois primitiver cette expression-là. J'ai encore fait la bêtise avec le égal. Qu'est-ce qui, après avoir dérivé, donne une constante? Bah, c'était la constante fois t. Encore une fois, t, c'est notre x en maths. Et il se peut que j'ai une autre constante ici. J'ai appelé c. Ici, j'avais une constante fois t. T étant encore une fois le x de maths. Si j'ai eu ça, c'est qu'avant d'avoir dérivé, j'avais un truc en x carré, donc en t carré. Mais on a déjà vu qu'il faut mettre un 2 en dessous, parce que sinon, si j'avais juste mis le t carré, je dérive, ça fait 2 fois QE sur M, et là, on ne retombait pas sur nos pieds. Donc on met 1 divisé par 2, plus une autre constante D. Je dois déterminer C et D par les conditions initiales. Les conditions initiales, c'est à t égale à 0. Quelle est la position? Parce que cette ligne-là, c'est X. Celle-ci, c'est Y. Je sais quoi par rapport à X et Y? Ma particule, mon ion, je vais le placer en 0, 0. Donc à t égale à 0, son X, il vaut 0, son Y, il vaut 0. Ce qui fait que toute cette ligne-là, à t égale à 0, elle vaut 0, et que celle-ci aussi, elle vaut 0. Donc, je vais remplacer dedans. Donc, OM AT égale à 0, ça nous donne quoi? Ça nous donne V0 fois T, donc T 0, vu qu'on a T égale à 0, plus C, et toute cette ligne-là, on a dit que c'était égal à 0. Ensuite, je remplace là. QE
E sur 2m fois t, donc on est à t égale à 0, plus d, et tout ça, c'est pareil, censé être égal à 0. J'en déduis ici que c vaut 0 et que d vaut 0. Je vais remplacer ça dans cette expression-ci. Donc c'est assez simple. Il suffit d'enlever le c et le d parce que les deux sont égaux à 0. Voilà. J'ai donc les équations horaires du mouvement donc pour la position. Donc là, c'est comme si j'avais marqué que x de t, c'était égal à v0 t, et que y de t, c'était égal à qe sur 2m fois t au carré. Hein, écrire ça ou écrire ça, c'est la même chose. Donc là, on est presque à la trajectoire. La trajectoire, c'est y en fonction de x. Donc en fait, on doit enlever le temps. On prend la plus simple des deux, donc celle-ci, on isole t. Donc t, ça vaut x sur v0. Et ça, bah, je vais le remplacer ici. Donc y, c'était égal à qe sur 2m fois t au carré, donc fois x carré sur v0 au carré. On a ici l'équation de la trajectoire. Alors au passage, à un moment ici, je disais d'exprimer en fonction de la masse d'un nucléon, etc. Donc c'est juste au niveau de la masse ici, j'ai oublié de vous le faire. La masse, c'est égal à la masse, au nombre de nucléons fois la masse d'un nucléon. Donc ici, j'aurais pu remplacer là. Et la charge, on l'a déjà vu tout à l'heure, la charge, ça serait égal à moins 2 fois la charge élémentaire. Donc en fait, je peux avoir d'autres expressions. Si Q est remplacé par moins 2E et si M ici est remplacé par A fois la masse d'un nucléon. Pendant que j'y pense, très souvent, on ne vous donne pas E, mais on vous donne la tension entre les deux bornes. On va appeler aussi différence de potentiel. Okay, parce qu'une tension, c'est une différence de potentiel. Donc, si on vous donne U, donc une certaine valeur en volts, et qu'on vous donne D, donc l'écart entre les deux plaques en mètres, vous pouvez calculer le champ E, parce que E, c'est U sur D. Donc, pensez-y, parce que, en fait, ici, vous pouvez avoir U sur D. Voilà. Vous n'êtes pas tout le temps... On ne vous donne pas tout le temps E. C'est très souvent U et D. Et enfin, la dernière question, on vous demandait en question 3 de calculer la déviation. Alors, c'est quoi la déviation? C'est le Y là, vous voyez, on est parti de 0, on est descendu en Y. Y pour lequel le X il est égal à la fin de la plaque. Parce que là, X est égal à 0, et en ce point-là, on sort de la plaque. Donc, ce qu'on va faire, comme on connaît le X et qu'on veut le Y, on va se servir de l'équation de la trajectoire. J'enlève ça. Et je remonte ça parce qu'on va en avoir besoin juste après. Donc l'équation de la trajectoire, elle est là. Moi, je veux le Y pour lequel le X va être égal à la longueur de la plaque, donc à L. Donc QE sur 2M fois L au carré sur V0 au carré. Je remplace Q, on a dit que c'était moins 2 fois la charge élémentaire, donc 1,6 10 moins 19 fois 1,60 10 moins 19, en fonction du nombre de chiffres significatifs que vous voulez donner, fois L. L, c'est 5 mm, donc 5,010 moins 3 au carré, divisé par 2 fois la masse. Donc pour avoir la masse, on a le nombre de nucléons qui valait 32, fois la masse d'un nucléon qui valait 1,7 10 moins 27, fois V0, et V0, donc c'est assez énorme, 50 000 km/h, donc 50 000, sauf qu'on ça ne peut pas être en km/h, donc je divise par 3,6 pour le mettre en mètres par seconde, et tout ça au carré. Et donc si on pose le calcul, on trouve moins 0,038 mètres, ce qui fait moins 3,8 cm, ce qui semble logique, hein, parce qu'un condensateur, c'est pas non plus démesurément grand, et le fait qu'il y ait un moins, ça veut se dire qu'on va bien en dessous du zéro, donc ça paraît logique. Et ensuite, on voulait le temps
enfin, quel instant, bah, justement, ça sortait de la plaque, en quel instant on est ici. Bah, je connais le Y pour lequel ça sort d'ici. Donc, bah, je vais reprendre cette expression-là, par exemple, et calculer T pour lequel on a Y qui vaut ça. On peut aussi tout à fait reprendre le X, parce que je sais que ça sort quand X il est égal à L, donc c'est peut-être plus simple aussi, de reprendre ce X-là et d'isoler le T. Je vais faire avec le Y vu qu'on vient de le calculer, tant qu'à faire. Donc, si je reprends celle-ci, l'équation RR, ça me fait Y fois 2M sur Q fois E est égal à T au carré. Donc, je vire la racine carrée et j'ai T. Donc, ça, c'est ce qu'on a appelé TS et ça, c'est ce qu'on appelait YS. D'ailleurs, j'aurais dû l'appeler S. Et S ici pour sortie, quoi, pour là où c'est dévié. Et en posant le calcul, donc je reprends exactement ce terme-là. Donc, il y a un. C'est négatif, mais le Q est négatif aussi. On a moins 2 fois 1,66,19. Le champ E, c'est le 500 qui était là. Le M, c'est le même que ce qu'on a calculé ici. Et donc, si on fait ça, on trouve 5,010 moins 6 secondes, soit 5,0 microsecondes.